Bonjour et bienvenue sur le podcast des marqueurs de futur. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Atina Marmora, la fondatrice de Révèle, cette association qui révèle les femmes du futur. Bonne écoute. Quelle est ton intention pour cet épisode, ce podcast ? Quelle est mon intention ? Passer un bon moment. D'accord. Échanger. Je pense que dans l'intention, il y a aussi ce truc de se prêter à l'exercice moi-même. D'accord, ok. Bon, super. On y va, on fonce, hein, c'est l'aventure alors. Voilà, c'est l'aventure, on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça va être parfait. Et de toute façon, c'est juste. Donc, c'est super. Alors, peut-être un point de départ. Qui es-tu devenue ? C'est ce que je suis devenue. Je suis devenue une maman déjà, de 2 petites filles. Et je suis aussi une femme engagée sur la question de ce que j'appelle le pouvoir d'agir, en fait, l'empowerment des femmes et particulièrement des jeunes filles. Donc, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Révèle et dont l'objectif est de révéler les potentiels des jeunes filles et particulièrement celles qui sont plutôt de milieux modestes et du coup qui sont dans des situations confrontées à un double déterminisme à la fois social et de genre. Et donc on propose des programmes pédagogiques dont l'objectif est de travailler sur 3 choses: la confiance en soi, l'ouverture des champs des possibles et la capacité à agir et à passer à l'action au service de son projet personnel ou professionnel. Et donc, je fais ça avec une équipe de 10 personnes, une communauté de coachs engagés, une communauté de femmes, des rôles modèles qui viennent inspirer les jeunes filles, partager avec elles leur parcours, et des entreprises partenaires qui nous permettent de mener à bien nos actions. Donc voilà, c'est un projet qui est né que je porte maintenant depuis 5 ans. Non, presque 6 ans, je dirais même. Et voilà, qui est né d'un constat que j'ai fait sur le terrain, parce qu'avant de faire Révèle, j'étais formatrice et j'intervenais beaucoup dans les lycées sur le projet professionnel, l'orientation, la connaissance de soi. Et c'est vraiment en parlant avec ces jeunes filles, en voyant que les choix de métier étaient tout le temps les mêmes, très, très peu d'ouverture, et aussi un manque de confiance, beaucoup d'autocensure, etc., que je me suis dit, voilà, concrètement, pour être plus précise, je parle toujours du fameux top 3 des métiers où elles veulent être assistante de direction, secrétaire ou puéricultrice. Et c'est vraiment là où je dirais... c'est comme une prise de conscience ou presque même un sentiment de colère, je dirais. Révèle est parti d'un sentiment de colère, de l'injustice en fait, et de se dire qu'en fonction de là où tu nais, en fonction de tes parents, en fonction de ton milieu social, tu n'as pas les mêmes opportunités en fait d'évoluer et justement d'exploiter pleinement ton potentiel. C'est pour ça que je dis que l'égalité des chances, ça commence par l'égalité des rêves, et que si on n'est pas égaux dans nos rêves, on peut pas être... l'égalité n'existe pas de fait, en fait. Si on n'a pas accès aux mêmes envies. Et du coup, l'idée de Révèle, c'était vraiment d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Petite, mais en tout cas de permettre à ces jeunes filles de voir plus loin, d'être plus ambitieuses, de prendre confiance, de prendre conscience qu'elles ont quelque chose à apporter, qu'elles sont uniques, et que cette unicité-là, elle est précieuse,
et qu'elles ont toute leur place en fait, hein, parce que chez Révèle, il s'agit surtout d'accompagner ces jeunes filles à prendre leur juste place dans la société, et que pour prendre sa place dans la société, il faut déjà savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime, pour trouver justement cette juste place, quoi. Donc voilà. Et du coup, c'est des jeunes filles qui ont quel âge à peu près? C'est des jeunes filles qui ont entre 14 et 20 ans, donc nous on les prend vraiment à l'adolescence. D'accord. À un moment où elles doivent faire des choix en fait, des choix d'orientation, des choix de projet, donc c'est des moments où elles sont un peu perdues par rapport à ça, stressées, il y a des gros enjeux, il y a de la pression parfois familiale sur l'orientation scolaire, et donc c'est un moment où elles sont vraiment en phase de questionnement, et Révèle les amène dans un processus justement où elles vont apprendre à se poser les bonnes questions. Et du coup, alors, quel genre de jeune fille à 14 ans t'étais? Alors, justement, moi, j'ai plutôt eu la chance inverse. Moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, plutôt milieu modeste, et puis, qui a évolué par la suite. Mais moi, j'ai un papa qui est un vrai battant, et une maman aussi qui a quitté la Tunisie pour des raisons politiques, qui est venue s'installer en France, et qui est reparti de zéro, qui a repassé son bac, qui a fait des études en cours du soir en France, et qui nous a toujours transmis ce sens du travail, en fait, et du fait qu'il fallait se débrouiller, qu'il fallait que c'était à nous de construire notre destin. Donc on a toujours eu cette exemplarité-là à la maison, et un papa féministe, hein, en fait, qui nous a... voilà, on est 2 filles, 2 garçons, et qui nous a toujours dit il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de sexe en fait dans la mission de réussite. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a rien, tout est possible, et qu'il suffit juste de s'en donner les moyens et de travailler dur, quoi. Donc voilà, on a grandi dans cet environnement-là, et aussi ce truc de se dire, mon père nous a toujours dit ne soyez jamais dépendante de qui que ce soit, quoi. Donc soyez autonome, donnez-vous votre liberté. Votre liberté, vous l'aurez parce que vous aurez travaillé dur, et surtout dépendez pas de quelqu'un. Donc il y avait aussi ce truc-là. Et du coup, forcément, voilà, quand on grandit là-dedans, on a je dirais cette façon de voir les choses. Ouais. Et je sais que moi, j'étais plutôt une adolescente qui en gros, travaillait beaucoup à l'école, parce que aussi envie de faire plaisir à papa, de rendre fière, etc. J'étais portée par ça. Et un papa qui, je pense que ça a beaucoup joué aussi, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé, lui et ma mère, pour nous permettre à nous de vivre des expériences, de faire les meilleures études. On a voyagé très jeune, et donc en gros, mon père, c'était tu fais ce que tu veux, tu as ce que tu veux à partir du moment où tu travailles dur, quoi. Où tu travailles à l'école, à partir de là, tu me demanderas ce que tu voudras, mais tant que tu travailles et que tu as des bonnes notes, voilà, c'était ça le... Et donc du coup, forcément, ça pousse à déjà lui faire plaisir, à ce qu'il soit content, à ce qu'on ait des bonnes notes. Et bien sûr, il y a aussi une pression. Hein. Moi, j'étais le genre de fille qui rentrait à la maison en pleurant quand j'avais un 16 sur 20. Quoi. Ouais. Voilà. C'est forcément... Très agaçant, ça, très agaçant. Donc voilà, ça pouvait rendre fou des amis à moi qui ne comprenaient pas, mais parce qu'il fallait que je sois la meilleure, fallait que j'apporte la meilleure note, et aussi parce que j'avais un papa qui, quand on lui disait qu'on avait eu 19, il me disait mais pourquoi t'as pas eu 20, quoi. Donc forcément après ça s'incruste, et t'es tout le temps là à la recherche de la meilleure note, et c'est vrai que le leitmotiv dans tout ça, c'était surtout de plaire de rendre son papa fier, qui est aussi une bonne raison de faire les choses, mais pour le coup, pas centré sur qu'est-ce que moi je voulais. Ouais. Et puis au moment, moi, où je me suis retrouvée à faire un choix d'orientation, du coup, moi, je voulais être assistante sociale. Ouais.
Parce que ma mère travaille dans le social et je la voyais, elle passionnée par ce qu'elle faisait et toujours en train d'aider l'autre, quoi. Ma mère, c'est la personne qui aide tout le monde, quoi. Et quand j'ai dit à mon père que je voulais être assistante sociale, il m'a regardée, il m'a dit mais ma fille, t'es trop sensible, tu peux pas porter la misère du monde, c'est pas ça, quoi. Donc là, bien évidemment, j'ai vu que ça plaisait pas à mon père et je me suis dit ok. Et là, j'ai compris que, j'étais en terminale à l'époque. Je me souviens, on a reçu un prospectus dans le lycée et sur le prospectus, il y avait écrit école de commerce, machin, journée porte ouverte. Donc j'ai ramené ça. Puis mon père me dit mais viens, on y va et tout. Je dis ouais mais c'est payant. Il me dit mais c'est pas grave, on s'en fout, on va aller voir. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, mon père, il voulait que je sois une businesswoman qui voyage, qui gagne plein d'argent, et que c'était ça sa notion à lui de la réussite. Et donc, on a fait cette journée porte ouverte. Alors, c'était un sacré univers. C'est un autre univers qui s'ouvrait à moi parce que j'ai grandi dans le 11e, au lycée Voltaire, avec 2000 élèves, une vraie mixité sociale, et je me retrouve du jour au lendemain dans le Marais, dans une école de commerce, dans une classe où il n'y a aucune diversité sociale, où c'est moi qui représente la diversité. Et ça a été un choc des cultures, quoi, hein, parce que je n'étais pas prête à ça. Et voilà, ça a été très difficile pour moi, à tel point que j'ai voulu arrêter en première année. Je me sentais pas à ma place. Ouais. Et ça a été très dur. Et j'ai presque fait une dépression, en fait, parce qu'on ne m'avait jamais préparé à ça. Quand je dis à ça, c'est le fait d'être avec des personnes qui sont de milieux sociaux complètement différents du vôtre, avec des... Oui, c'est un microcosme quand même. Ouais. C'est ça. En plus, on n'était que 12 dans la classe. Il y avait, comme je disais, il n'y avait pas de diversité. Et puis, on n'avait pas du tout la même vie, en fait. Hein. Moi, c'est les discussions que j'entendais, c'était ce week-end, on va à la maison de campagne, on va faire du golf, machin et tout. Moi, c'était ce week-end, je vais au marché avec ma mère, je vais faire le ménage, le truc. Et c'était deux univers, quoi. Et à l'époque, je ne prenais pas conscience de la richesse que ça pouvait m'apporter, parce que j'étais un peu dans une crise identitaire, hein, on va dire. Hein, donc, et du coup, j'arrivais en école de commerce, j'avais, je me rappelle, un pull Raiders noir avec une capuche, j'étais la Kaira. Voilà, j'essayais de prendre une place. Ouais. Et de me faire remarquer. Et du coup, j'avais pas d'amis dans la classe. Je parlais j'étais surtout copine avec les profs, quoi, en fait, hein, avec qui j'avais une bonne relation. Et quand j'ai voulu quitter, j'ai dit à mon père que c'était trop dur et que c'était pas pour moi, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit ma fille, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. En gros, tu te démerdes, tu vas. Et là, j'ai dit ok, d'accord. Donc voilà, donc mon père m'a poussé à aller jusqu'au bout. Hein. Si je m'étais écoutée, j'aurais quitté cette école de commerce. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que la deuxième année, ça allait mieux, il y a eu plus d'élèves, etc. Et finalement, j'ai réussi petit à petit à me faire ma place, quoi. Et il y a eu un peu plus de diversité aussi. Donc ça a aidé, mais c'est vrai que c'était une sacrée expérience. Mais en tout cas, je suis allée au bout de cette école de commerce et voilà, je suis sortie avec mon diplôme en marketing, voilà. Et puis ensuite, premier stage à l'époque chez France Télécom, premier job chez France Télécom, j'étais chef de produit. Waouh, CV parfait. Voilà, le truc parfait. Et en même temps, avec ce sentiment de ne pas être à ma place. Je m'ennuyais terriblement. Mais bon, je me suis dit, c'est peut-être normal hein, de s'ennuyer dans son job. C'est peut-être ça le marché du travail. C'est ça, voilà. Et petit à petit, j'ai continué chez France Télécom, puis après j'ai intégré d'autres boîtes plus dans le commercial. J'ai bossé chez Ferrero, chez Maurice, plutôt dans des grands groupes.
Et, et puis après, à un moment donné, le fait de ne pas être alignée, de ne pas être à je me suis dit que non, c'était pas normal et je m'ennuyais beaucoup dans ce que je faisais. Et le seul truc que j'adorais, c'était la relation client, quoi. Ouais. C'était le lien. Voilà, j'avais un très bon relationnel, donc je me débrouillais très bien comme commerciale. J'arrivais à atteindre mes objectifs, mais parce que j'avais cette capacité à créer du lien. À identifier des besoins, à y répondre, à être diplomate. Voilà, du coup, je vendais bien. Et en même temps, à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation où on me demandait de vendre un produit que je savais invendable et que je savais que j'allais mettre mes clients dans une situation compliquée. Alors, je l'ai quand même fait, puis je me suis sentie mal parce que du coup, j'avais cassé la confiance avec mes clients et du coup, je me suis dit non, mais ça, c'est pas moi en fait. Je peux pas continuer à être, pas moi-même en fait. Hein, c'est-à-dire à être en désaccord avec mes valeurs, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, j'en étais un peu malade. Et puis bon, à l'époque, j'avais déjà rencontré mon chéri et qui m'a dit si c'est pas bien, tu pars. Enfin, voilà quoi. Je dis ouais, t'as raison. Logique, une évidence. Ouais. C'est un peu une évidence, mais bon, voilà, j'avais un job, j'étais indépendante financièrement, j'avais une voiture, je gagnais très bien ma vie. Et il fallait faire ce choix-là de se dire, ok, tu pars, tu sais pas pourquoi tu pars, mais tu pars. Donc, je suis partie, j'ai démissionné. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution et avec tout ce qui va avec, quoi. C'est-à-dire que moi, mon père, il ne comprenait pas, quoi. Voilà, lui, il avait son besoin de sécurité. Voilà, sa fille quitte un boulot, une voiture de fonction, tout va bien. Du jour au lendemain, tu quittes parce que voilà, il ne comprenait pas en quoi ça demandait de quitter son boulot, quoi. Ouais. Donc, ça a été aussi de rassurer les parents en leur disant mais faites confiance, ça va venir. Et voilà, et s'ensuit une période un peu de traversée du désert, à me dire mais j'ai fait toutes ces études, pourquoi mais qui je suis, mais qu'est-ce que je vaux, enfin voilà, toutes les questions existentielles qu'on peut se poser à ce moment-là, parce qu'on est en perte de confiance et parce qu'on est complètement perdu en fait, et qu'on ne sait pas. Et c'est là où on se dit mais attends, les choix d'études que j'ai faits, en fait, c'était pas les bons choix, mais du coup, c'est quoi qui me convient, enfin bref. Et au final, encore une fois, voilà, j'ai la chance d'avoir un chéri qui est très aidant là-dessus et qui est plutôt quelqu'un de tourné vers l'action. Donc du coup, il en a eu marre un jour de me voir dans mon canapé en train de broyer du noir, alors que lui, il s'éclatait dans son travail. Et il m'a dit, écoute, viens, je vais te faire découvrir le secteur de l'entrepreneuriat social et viens comme bénévole dans mon asso. Il était directeur d'une asso qui s'appelait à l'époque Entrepreneurs sans frontières, et il accompagnait des entrepreneurs sociaux à entreprendre pour le bien de la société, quoi. Wow. Un projet qui avait un impact social. Donc du coup, un autre univers que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que mes parents m'ont beaucoup donné, mais le secteur associatif, je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était que les associations. Donc je n'ai pas grandi dans ce truc-là. Donc je découvre le secteur associatif. Je découvre qu'on peut bosser et avoir un impact positif. Et du coup, là, ça a été vraiment l'ouverture d'un univers. Et donc, je m'éclate en tant que bénévole. Donc, à l'époque, mon chéri est un des cofondateurs de La Ruche, qui est l'un des premiers lieux à Paris à accueillir des entrepreneurs sociaux. Et du coup, j'en rencontre plein sur le plateau. Je suis bénévole. En moins de 2 semaines, je connais tout le monde, je crée des liens, voilà. Et puis, il y en a un parmi eux qui me propose un boulot dans une association qui s'appelle Mosaïque RH et qui accompagne. C'est un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur la question de la diversité et comment recruter dans les quartiers des diplômés des quartiers, quoi. Donc, et là, il voulait lancer le CV vidéo. À l'époque, c'était tout nouveau. Et il me dit, est-ce que ça te dit, Saïd Damouche, le fondateur, me dit, est-ce que ça te dit de te lancer dans les CV vidéo Alors, je connaissais absolument rien, mais je trouvais l'idée super. Donc, je dis, ouais, ok. Et donc, je me lance chez Mosaïque. Et là,
Là, donc, du coup, je change complètement de secteur, je vais un peu plus vers les ressources humaines, l'accompagnement, et j'accompagne des jeunes diplômés à créer leur CV vidéo. Et ça a été une super expérience parce que du coup, j'ai pris conscience du processus que c'était que de se présenter face à une caméra pour dire qui on est et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche et pourquoi. Et du coup, d'accompagner ces jeunes-là à créer leur CV vidéo, ben voilà, j'ai pris conscience à certains moments que des fois, les choix qu'ils avaient eux-mêmes faits, ces jeunes-là, ils ne kiffaient pas. Donc, du coup, c'était compliqué de chercher un job quand, au final, on n'était pas aligné avec ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et là, ça a commencé, en fait. J'ai commencé à questionner la question des choix d'orientation à partir de ces jeunes-là. Et j'ai voulu creuser et là j'ai commencé à voir qu'est-ce qui existait sur la pédagogie d'accompagnement au projet, commencer à explorer en fait cette question de l'accompagnement des jeunes au choix d'orientation. Et en explorant, j'ai commencé à me former à des pédagogies. Et j'ai fait une rencontre avec une femme qui s'appelle Bouchra Aliwat, qui est déléguée générale de la fondation KPMG. Qui est une personne très engagée, qui a eu vraiment un gros, je dirais, une des personnes clés qu'on rencontre dans son parcours. Et cette personne-là donc, était à la tête d'une fondation et qui avait un programme lycée dont l'objectif était de sensibiliser les jeunes qui sont en GA, en gestion d'administration, sur les métiers de la finance. Et pour faire ça, ils font venir des comptables, des experts comptables, des gens de chez KPMG dans les classes pour parler de leur métier. Et elle m'a dit, écoute, voilà, ce serait chouette que les salariés qui interviennent soient accompagnés, en fait, dans comment s'adresser aux jeunes, parler aux jeunes, est-ce que tu peux nous aider? Et en fait, j'ai commencé petit à petit, comme ça, à faire de l'ingénierie pédagogique, à aller intervenir avec eux, et en fait, ça m'a passionnée. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à animer un peu plus d'ateliers. Et c'était, voilà, le fait de me retrouver dans une classe avec des jeunes... les accompagner, en fait, tout ce processus qui consiste à créer un cadre de confiance dans lequel ils peuvent parler ouvertement, dans lequel ils ont quelqu'un qui est, je dirais, qui ne parle pas d'adulte à enfant, mais d'adulte à adulte, en fait. Je me suis vraiment révélée dans cet exercice, quoi. Et j'ai vu que j'adorais ce contact. Voilà, ça me donnait une énergie. Alors, ça m'en prenait aussi beaucoup, parce que quand on est avec des ados qui ont 14-15 ans, ça vient vous chercher sur votre capacité d'écoute, sur le fait de ne pas prendre les choses pour soi, la patience. Donc voilà, et trouver des stratagèmes. Et c'est là où justement, en questionnant les filles, où j'ai fait ce constat-là, en fait, que les filles prenaient moins la parole en classe, qu'il y avait d'autres freins, des stéréotypes qui étaient installés, qui faisaient qu'elles n'avaient pas beaucoup d'ambition, ou en tout cas qu'elles étaient très restreintes dans leur choix. Et je pense que j'ai toujours eu ce truc-là, en fait, de ce dont je parlais tout à l'heure en introduction, cette question de l'injustice. Je l'ai vécu déjà, moi, quand j'étais plus jeune, parce que mon père, voilà, nous amenait cette ouverture. Et je voyais bien qu'autour de moi, j'avais des cousines du coup, qui ne faisaient pas les mêmes choix, qui quittaient l'école plus tôt, qui se mariaient plus jeunes, etc. Parce qu'elles ne bénéficiaient pas du même environnement, en fait, avec ce même accompagnement-là. Et j'ai toujours trouvé ça dommage. Et donc, du coup, je me retrouve de nouveau confrontée à ça, avec ces filles voilà, qui veulent faire les mêmes... Enfin, qui ont très peu d'ouverture des champs des possibles parce que c'est pas accessible pour elles. Et je me suis dit, mais voilà, là je l'ai vraiment pris en pleine face et je me suis dit, mais il n'y a pas moyen, il faut faire quelque chose, quoi. Et j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'accompagnement au choix d'orientation et surtout la question de la prise en compte du genre dans l'accompagnement au choix d'orientation. Et j'ai fait toute une petite enquête terrain, j'ai parlé avec des associations de quartier, avec des profs, avec des jeunes filles. J'ai essayé de comprendre. J'ai vu qu'il n'y avait rien, en fait, sur ce sujet. Enfin, c'est pas qu'il n'y avait rien, c'est qu'on faisait beaucoup de choses, mais que cette question du genre spécifique, voilà, de ce double déterminisme, quand le fait d'être une fille plus de milieux, entre guillemets, défavorisés, de quartiers populaires, ça, c'était pas traité, quoi. Et je me suis dit, tiens, créons un programme pour des filles, entre filles, pour
libérer justement la parole, créer ce cadre sécurisant, d'offrir des cadres un peu féminins, avec des femmes qui vont venir ouvrir les champs des possibles, une pédagogie qui va leur permettre de prendre confiance en elles, de mieux se connaître, et de les mettre dans une dynamique d'action, quoi. Et en fait, Révèle, c'est né, il n'y avait pas d'association, j'ai lancé une première expérimentation, un pilote de 2 jours. Voilà, j'ai mis à peu près 1 an à monter le projet, et je voulais juste tester ma pédagogie, cette expertise-là que je mettais au service de ce projet. Et voilà, je suis partie chercher des rôles modèles dans mes copines, je suis partie chercher 2-3 partenaires associatifs avec qui j'ai créé la confiance. J'ai demandé à mes cousines si elles connaissaient des jeunes filles. Enfin, vraiment, j'ai fait ça en mode projet avec les petits moyens que j'avais. Ouais. Et je me suis retrouvée avec un groupe de 17 filles pendant 2 jours où j'ai testé, en fait, vraiment les tout débuts de Révèle, quoi. Et je crois que y a, enfin, je le dis souvent, ces 2 témoignages-là, mais il y a deux témoignages de jeunes filles qui ont fait que je me suis dit, mais ok, on se lance là-dedans. C'est une jeune fille, Yasmina, donc à l'époque elle avait 16 ans, hein, elle habitait la Courneuve, et en cercle de clôture, elle nous regarde, donc il y a moi, il y a les 2 animatrices bénévoles, plus les rôles modèles, et elle nous regarde, on dit, mais moi, mon père est au chômage, mon frère est au chômage, dans ma tête, ce qui m'attendait, c'était le chômage. Et elle dit, ben voilà, moi, les 6 jours, je prends conscience que non, en fait, qu'il n'y a pas de fatalité, quoi, et que si je veux, il faut que je m'en donne les moyens, il faut que je bosse dur, etc. Et là, je me suis dit, waouh, en seulement 2 jours, il y a une croyance limitante, en fait, qui est partie. Donc, on a juste ça, en fait. Pour moi, c'était... qu'elle ressorte juste avec ça, c'était déjà énorme, quoi. Et donc, ça fonctionne. Voilà, je suis OK, ça fonctionne, c'est top. Et une deuxième qui nous dit, pareil, en cercle de clôture, et elle, je crois que ça a été celle qui m'a le plus marqué et qui me marque encore quand je me rappelle de ce moment. Elle nous regarde, elle nous dit, mais pourquoi vous vous intéressez à nous ? Je veux dire, pourquoi vous vous intéressez à nous ? Elle, en fait, comment cette jeune fille est amenée à se poser cette question, en fait ? Mais j'avais envie de pleurer, hein, bien évidemment, quand j'ai entendu ça. Bon, je n'ai pas pleuré, mais j'ai pleuré intérieurement en me disant, mais c'est pas possible. On peut pas... comment cette jeune fille se dit ça alors que c'est l'avenir de la France, qu'elle a un potentiel de dingue, et qu'en fait, elle m'a aussi, moi, beaucoup apporté. Donc, et je dis non, il n'y a pas moyen. Je ne sais pas où ça va nous amener, mais on va créer une association. Et c'est pas 17 jeunes filles qu'on va accompagner, c'est des centaines. Et voilà, ça c'est vraiment le début. C'est comme ça que ça a commencé. Et je me souviens très bien de mon chéri qui me dit à l'époque, donc je rentre de ces 2 jours et je lui dis, mais tu te rends compte, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Et il me dit, mais tu veux vraiment ça ? Tu veux vraiment te lancer dans une asso ? Tu sais ce que c'est ? Je lui dis, non, je sais pas. Elle me dit, voilà, en tout cas, c'est un chemin que tu prends, tu vas faire ça et ça va te prendre tout ton temps et c'est une grosse aventure, quoi. Est-ce que tu es prête, quoi ? Je lui dis, ouais, je crois que je suis prête, en fait. Je crois que je peux même pas me poser la question, il faut que j'y aille, quoi. Et il m'a dit, bah vas-y. donc voilà, ça a été une sacrée aventure, et ça l'est toujours, hein, parce que c'est toujours une aventure, mais voilà, aujourd'hui, c'est 660 filles qu'on a accompagnées. Wow, ouais. Une équipe de 10 salariés, donc voilà, et on est encore on est encore au tout début, donc, mais c'est chouette. Mais en tout cas, c'est vrai que Révèle a été un projet qui m'a permis à moi-même de me révéler, en fait. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé ma place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas un travail que je fais, c'est une mission de vie, en fait. Hein. Oui, c'est un peu ce que j'allais te poser comme question, quoi. Mais finalement, alors, et là, tu es à ta place, là ? Ah, mais là, je suis pleinement à ma place et je m'éclate, quoi. Ouais. Enfin, ça a du sens. Encore une fois, c'est pas un travail. C'est complètement aligné avec qui je suis.
Et pour moi, me dire que ce qu'on fait permet à des jeunes filles de prendre conscience de leur potentiel, de dépasser ses croyances limitantes et de devenir des jeunes filles épanouies et qui ont envie de s'engager, du coup, c'est ce qu'on voit dans la société, qui ont envie d'être actrices de la société. Je me dis, mais en fait, on construit le futur, quoi, chez Révèle. Et quand on a des jeunes filles qui trouvent leur place, c'est toute une société, pour moi, qui trouve sa place. Parce que ces filles-là, ce sont les mères de demain, ce sont les citoyennes de demain, les professionnels de demain, et pour moi, c'est un changement qui est systémique, quoi, quand on travaille sur ça. Donc c'est chouette de participer à cette transformation-là. Aussi, je me dis, tu vois, finalement, cette jeune fille de 14 ans, enfin un peu plus, quoi, je ne sais plus en terminale, quel âge on a, 17-18 ans, finalement, si tu avais bénéficié du parcours Révèle, tu serais où aujourd'hui? Écoute, figure-toi que je me suis posé cette question et finalement, je ne sais pas si je serais là. Vraiment, si j'avais une baguette magique et que je pouvais revenir en arrière, je crois que je ne changerais absolument rien. Parce qu'en fait, au final, je pense que si j'avais été assistante sociale, ça ne m'aurait pas plu quand même parce que je n'aurais pas eu cette liberté d'action. Et j'aurais eu un cadre trop strict avec des process, des protocoles. Et je pense que j'aurais été frustrée par le fait de... Enfin, je suis quand même quelqu'un qui... Je suis une émotive, hein, je suis très sensible. Donc je ne sais pas... je me demande si mon père, quelque part, n'avait pas raison là-dessus. Et au final, le fait d'avoir fait une école de commerce, bah, ça m'a permis de monter un projet et de trouver des fonds, tout ce relationnel, voilà, ce travail de commercial. Aujourd'hui, je l'utilise pleinement dans ce que je fais dans Révèle, en fait. Hein. Et finalement, c'était top d'être passée par le secteur privé avant de créer une association, parce que je bénéficie de toute cette expertise-là du secteur privé, avec ses réflexes, cette connaissance du monde de l'entreprise. Je le mets au service de l'association. Tu vois, je me dis, ben, finalement, de là où tu en es aujourd'hui, dans ton début de success story, mais quand même avancé, on va dire, si tu avais un truc à dire, à glisser à l'oreille de cette femme-là sur le canapé, ce serait quoi? Ben, je lui dirais, mais vas-y. Je dirais ose, parce que qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire, en fait? Enfin, c'est vraiment... et je pense que c'est là où mon chéri, il a été très voilà, il a vu... c'est ce blocage, hein, ce que j'appelle le passage à l'action, parce que j'avais perdu confiance en moi. Et que du coup... et ce qu'il m'a dit, mais ta solution, tu ne vas pas la trouver en restant dans ton canapé. Donc là, tu sors et demain matin, tu viens avec moi. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Hein. Et je ne voulais pas. Hein. Il m'a dit, tu viens. Et juste parce que j'ai eu une personne à un moment donné qui m'a aussi un peu forcée, qui m'a dit, mais en fait, tu es capable de quoi tu... Enfin voilà, hein, c'est ce truc-là où ça a changé. Et surtout, je dirais, je le dis aujourd'hui aux jeunes filles, mais c'est cette peur, en fait, cette peur qui peut te paralyser dans le fait de dire est-ce que j'y vais pas, t'as peur. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que plus j'avais peur, maintenant, c'est quand j'ai peur que j'y vais. Si j'ai pas peur, je me dis que je vais pas apprendre grand-chose. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis aux filles, aux jeunes filles, je dis, mais en fait, cette peur-là, c'est parce que vous vous mettez en danger, entre guillemets, vous sortez de votre zone de confort. Et en fait, c'est quand tu sors de cette zone que tu apprends le plus et que tu reprends confiance en toi parce que tu as réussi ce challenge et du coup, après, tu es capable de réussir des choses encore plus grandes. Et en me sortant de ce canapé, mon chéri, c'est ça ce qu'il a réussi à faire. Quoi. Il m'a, voilà, tu sors, j'ai osé, j'y suis allée, j'ai repris confiance, j'ai pris goût et du coup, ça m'a mis dans toute une dynamique après d'action. Et je me souviens, à un moment donné, quand je commençais, j'étais indépendante, du coup, je faisais de l'ingénierie pédagogique et tout.
Donc des fois, j'avais des propositions, je disais, mais je suis pas sûre que je suis capable. Il me dit, mais tu t'en fous, tu dis oui. Il me dit, tu verras après. Je dis, ouais, mais si je dis oui, il me dit, mais tu trouveras toujours des solutions, quoi. Et en fait, oui, en fait, des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Tu dis oui et tu trouves des solutions, quoi. Et du coup, ça, c'est quelque chose... maintenant, je le fais spontanément. En plus, c'est une habitude qui s'ancre. Plus tu le fais, plus ça s'installe, plus ça devient ton mode de fonctionnement, ouais, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, ça l'est. Je suis capable de dire oui, il y a des trucs, je me dis, bon, on verra bien, on va trouver, on va... Et c'est chouette d'en arriver là. Et tu as encore aujourd'hui des moments un peu de peur où tu es que vraiment dans la joie de l'exploration constante ou il y a des fois encore où tu es... Non, ça n'existe pas, ça. Il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a de la pluie, il y a du soleil. Hein. Comme partout, bien sûr. Bien sûr, il y a des... après, voilà, hein, quand on gère une association, qu'on a 10 salariés, c'est une sacrée responsabilité. Et quand on est dans un projet comme ça, qui est plus une mission de vie, comme je disais tout à l'heure, le projet, il est là tout le temps. C'est-à-dire qu'il est là, quand tu rentres chez toi, il est là. Et l'ambition, voilà, parce que j'ai aussi cette ambition dans Révèle. L'ambition, je la porte aussi à travers ce projet. Et je me dis toujours, ouais, mais 660 filles, c'est super, mais c'est pas assez. Enfin, voilà, je suis toujours portée par ce truc de me dire, mais comment je peux faire plus, comment je peux avoir plus d'impact. Et du coup, une association, c'est comme une boîte, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des phases, il y a des passages où, voilà, là, on sait qu'on est dans une phase d'essaimage, de changement d'échelle. Et il y a plein de questions de fond, de stratégie à réfléchir en termes sur les ressources humaines, sur le financement, sur quel choix on fait en termes d'action. On gère une entreprise, quoi. Donc, comme tous les entrepreneurs, il y a des étapes à passer et des responsabilités. Après, c'est vrai que de plus en plus, cette responsabilité, elle est partagée, où j'essaye vraiment d'impliquer en fait les équipes dans le projet. Alors, tu ne peux pas demander à ces salariés d'être aussi impliqués que toi, mais elles le sont toutes et elles sont particulièrement à fond parce qu'elles y croient en fait. Elles partagent les valeurs et le grand rêve de Révèle. Et puis moi, c'est pas... au départ, je n'avais pas signé pour ça. Moi, je suis une formatrice. Moi, à la base, je fais de l'ingénierie pédagogique. Je me retrouve à... j'ai changé de métier, en fait, hein, clairement. Peut-être que tu avais déjà ce métier en toi, hein, on ne sait pas. Peut-être. Ouais, peut-être, mais c'était pas... Bon, après, on apprend par l'expérience. Tu n'avais pas vu ça comme ça. Aussi, et j'en ferai d'autres, et c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est... Je m'attendais pas moi-même à ça, en fait. Quand on porte un projet tout seul ou qu'on est 2-3, c'est plus pareil quand tu es 10-15. Oui, c'est un autre challenge, c'est sûr. C'est hyper challengeant, mais voilà, encore une fois, c'est pas spécifique. C'est comme tout entrepreneur, quoi. Et puis, il y a des moments de doute, puis il y a des moments où tu dis... voilà, où de doute aussi, parce que tu as l'impression de porter le truc tout seul. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait de me dire que non, je ne suis pas toute seule, en fait. C'est une équipe. Et ça demande beaucoup de lâcher prise aussi. Ouais. Et d'accepter que les autres fassent, mais du coup, que les autres fassent, ils ne vont pas forcément faire exactement comme toi tu fais. Et de te dire, mais c'est pas grave, en fait. Il faut en passer par là. Donc, c'est beaucoup de travail sur soi. Révèle m'a beaucoup fait travailler sur moi, en fait. J'ai beaucoup grandi moi-même dans Révèle. Et du coup, tu vois, allez, on va dire, donc ça fait 5-6 ans, tu me disais, dans 5 ans, ton objectif ambitieux, c'est quoi par rapport à Révèle? Moi, un objectif ambitieux, déjà, ce serait que Révèle soit présent dans chaque région, déjà. Ça, déjà, ce serait top. Et après, l'autre objectif, ce serait de voir comment on peut avoir plus d'impact au-delà du fait d'accompagner des filles
c'est comment on peut transmettre notre expertise à d'autres qui, eux, vont accompagner. Voilà, ça c'est... On est dans ces questions-là en ce moment, de voir comment on peut avoir de l'impact autrement et comment nous, on peut empowerer d'autres qui empower à leur tour, quoi. On est dans ce passage-là. Et ton moi du futur, quel message il pourrait t'envoyer à toi, là, maintenant, pour t'aider voilà, à y aller en sérénité et te dire que de toute façon, c'est ta place, c'est ta voie, c'est ta mission? En fait, je dirais que là-dessus, j'ai pas besoin de mon moi du futur, je le sais. Enfin, j'ai pas de doute. Après, mon moi du futur, c'est-à-dire que ma place, je sais qu'elle est la bonne. Ouais. Et après, c'est dans le développement, je veux dire. Ouais, hein, tu vois, c'est dans le développement de me dire peut-être ouais, de faire confiance au processus, en fait. et que ça va le faire et de prendre le temps. Ouais, de prendre le temps, parce que moi, c'est vrai que je suis parfois, j'ai tendance à, voilà, être, allez, on y va, nanana. Et là, on a dû prendre le temps, hein, en fait, là, avec ce qui s'est passé, cette crise sanitaire, c'est un peu forcé, ça. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est bien aussi de ralentir, parce que ça permet de prendre le temps de se poser les bonnes questions et de laisser le cheminement aussi se faire dans ce qu'on veut, comment on veut les choses. C'est quoi ta signature singulière? Vraiment ce truc qui fait ton côté unique dans le monde? Oh. Moi, je crois profondément à l'humain, c'est-à-dire que je sais que chez chaque être humain, il y a une pépite. Et quelles que soient les personnes que je rencontre, pour moi, ce sont tous des pépites. C'est marrant cette notion de pépite, du coup, c'est un peu comme le chercheur d'or. Ouais, je te vois avec le tamis, j'avais envie de te dire. C'est un peu le chercheur d'or qui va révéler les pépites qui sommeillent en vous. Oui, parce qu'en fait, je voulais te dire ça et après je me suis dit, oui, mais après elle dit que tout est pépite. Donc en réalité, c'est pas tellement la pépite que tu cherches, c'est cette capacité à voir le beau en chaque morceau. Donc c'est plus le chercheur de pépites, c'était déjà autre chose. Tu vois, Tu as raison. C'est ça, hein, et c'est pour ça que le mot révèle dit tout, en fait. Je crois que c'est ma signature, c'est le nom même de mon association, quoi. C'est capacité à révéler le meilleur chez chacun d'entre nous, et parce qu'on en a tous, et moi, je suis toujours en extase devant des jeunes filles quand je vois leur transformation, enfin, et que je les vois se révéler à elles-mêmes et qu'elles conscientisent en fait toutes les forces qu'elles ont. Moi, à chaque fois que je vois ça, alors c'est 660 jeunes filles, mais je suis toujours émue, je suis toujours envie de pleurer quand je vois ça, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus beau, en fait, de révéler l'être en devenir. Je trouve que c'est une mission qui est magique, et c'est une mission qui parle à tout le monde. On est tous des êtres en devenir, même moi, j'en suis un, même toi, et du coup, c'est ce cheminement du devenir, cet accompagnement du devenir qui pour moi, c'est le sens même de la vie, en fait. Hein. Tout est lié, et je crois que c'est ce qui fait mon unicité, elle est là, quoi. C'est que moi, j'aime faire ça, et même dans mon équipe, quand je vois les personnes se révéler, kiffer ce qu'elles font, aimer leur travail, oser faire des choses, enfin, moi, ça me rend heureuse, en fait. Mon bonheur à moi, il est dans ça, aujourd'hui. Pour finir, si tu avais un conseil
bon, je ne sais pas si on peut dire conseil, mais voilà, si tu avais une inspiration à apporter aux gens qui ont envie de se révéler, qu'est-ce que ce serait? Je pense que pour se révéler, il y a à la base la notion ce que j'appelle moi le désir, c'est-à-dire que l'envie, tout part de l'envie et comment il faut déclencher l'envie, le désir à la base de tout pour pouvoir se mettre en mouvement. C'est la base même de l'éducation, hein, susciter le désir d'apprendre, le désir, voilà. Et je pense que quelqu'un qui est dans cette recherche de se révéler à lui-même, c'est déjà d'être curieux, c'est-à-dire d'aller rencontrer des personnes qui les inspirent, de lire sur les personnes qui t'inspirent, d'aller dans des événements. Vraiment, pour moi, c'est susciter ce désir en allant chercher l'inspiration chez d'autres. Et ça aide beaucoup, en fait, parce que du coup, le fait d'écouter d'autres, raconter leur cheminement, etc., ou raconter leur réussite, leurs échecs, ça va venir toucher des choses dans chacun de nous. Voilà, il va y avoir cet effet miroir, cette identification qui va permettre de cheminer, en fait. Et du coup, se révéler, ça prend du temps aussi. Ce n'est pas comme ça. Mais déjà travailler sur cette notion de désir et d'aller chercher l'inspiration pour allumer cette flamme du désir, en fait. Et d'aller chercher cette inspiration autour de nous. Hein. Ça peut être chez les proches, c'est des gens qu'on admire, qu'on va questionner, chez des personnes qu'on voit dans des livres ou à la télé. Enfin voilà, vraiment d'essayer de se dire et d'essayer de creuser, de comprendre, d'explorer, en fait. Cette phase d'exploration, c'est pour moi la première étape. Super. Alors, merci vraiment pour tout ça. J'ai vraiment à cœur, parce que tu as fait beaucoup d'interviews, alors on sent quand même la maîtrise de tout ça. Et je voudrais te poser, juste pour finir cette question-là, s'il y avait une question qu'on ne t'a jamais posée, et tu aurais tellement envie qu'on te pose cette question-là parce que tu veux absolument dire ce truc-là, mais jamais on t'a posé cette question, qu'est-ce que ce serait? Tout à l'heure, moi je sais que dans mon enfance, mais ça c'est quelque chose que j'ai compris après, hein, je t'ai dit tout à l'heure qu'on était 4 dans la famille, et donc 2 filles, 2 garçons. Le premier, l'aîné de la famille, mon grand frère, est né handicapé hémiplégique. Et du coup, je pense que ça, quand tu grandis déjà avec le handicap, ça t'ouvre à la différence. Parce que dans ton enfance, ben voilà, tu es avec des enfants, ton frère, tu vois bien qu'il est différent de toi, il est handicapé, donc il ne peut pas parler comme toi, il ne peut pas se mouvoir comme toi. Et dans ton. Voilà. Ben, on a grandi avec c'est des amis, des enfants trisomiques aussi, on l'a amené à l'école, donc on a vraiment baigné dans le monde du handicap. Et je pense que ça aussi, le fait d'avoir un grand frère qui est le premier handicapé, je pense que forcément, quand tes parents, tu as le deuxième qui arrive, je pense que tu as tu as des attentes, des envies pour le deuxième, et que du coup tu portes aussi un peu cette pression-là. Et je pense que ça, le fait d'avoir grandi avec le handicap, ça a fait aussi la personne que je suis. Hein, et je pense que de manière, sans m'en rendre compte, dans mon enfance, j'ai essayé d'être la fille qu'on ne remarque pas pour pas apporter quelque chose de plus, ou de pas être un problème, entre guillemets. Mon père n'était pas un problème, mais était quand même, voilà, c'est pas évident. Pour mes parents, ça l'était pas. Et je pense qu'il y a eu ce truc-là où, tu sais, tu grandis, mais tu veux pas prendre trop de place, tu veux pas trop causer d'ennui, voilà.
Et je sais que moi, la crise d'adolescence, je l'ai fait à 20 ans, je l'ai fait tard. Et d'un coup, il y a eu enfin, je sais que j'ai eu des moments comme ça où je me suis dit, mais il faut que je trouve ma place, que je prenne ma place aussi, quoi. Et je pense que Révèle, c'est aussi genre, on monte pas un projet comme Révèle par hasard, si on, voilà, profondément porté par cette question du potentiel, et forcément ça vient des tripes. Mais je pense que voilà, c'est peut-être un truc dont je ne parle pas, mais je pense que ça m'a aussi construite, et ça a aussi impacté ma façon d'être, voilà, de façon parfois négative, mais aussi de façon positive. Et moi, quand je parle avec les jeunes filles, on a un exercice sur les valeurs et la question du respect de la différence. En fait, pour moi, c'est, enfin, voilà, je ne juge pas les. Voilà, tu grandis avec le handicap, enfin, voilà, tu te rends compte que voilà, on est tous différents, et on a tous on est tous aussi importants les uns que les autres. Et moi, à 16 ans, quand on regardait mon frère dans le métro avec un mauvais regard, c'était le regard en fait du questionnement, enfin voilà, et moi je supportais pas ça, hein. Je me suis déjà bagarrée dans le métro parce qu'on regardait mal mon grand frère. Enfin voilà, et je pense que ça m'a forgée aussi, et ça m'a construite, et ça a fait la personne que je suis aujourd'hui, avec cette ouverture et cette acceptation de l'autre dans toute sa diversité, et cette empathie aussi, hein. Voilà. Ça, c'est chouette. Eh bien voilà, chers auditeurs, j'espère qu'Atina vous aura inspiré pour aller vers votre meilleur futur possible et vous révéler. À bientôt!